Bonsoir à tous. Éclairage cette semaine sur la situation au Honduras où des caravanes de migrants en route pour les États-Unis ont fui ces derniers mois la misère, la violence et la répression politique. L'Église est au service des plus fragiles dans ce pays. On en parlera avec notre invité Xavier Hay, président de l'association Honduras Fraternité. Et puis l'actu des églises, c'est aussi le report des élections au Nigeria. Le père Walter Iyeri-Jirka, enseignant à l'université de Port Harcourt, nous parlera du contexte sécuritaire dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Toujours en Afrique, le père Antoine est là, président de l'association Village Pygmée Cameroun, de passage en France, nous éclairera sur la difficile situation pour les peuples autochtones de cette région d'Afrique. Et puis, tout de suite, voici quelques éléments à retenir sur le Honduras. Le Honduras est situé en Amérique centrale. Il est bordé par la mer des Caraïbes, l'océan Pacifique, par le Guatemala, le Salvador et le Nicaragua. Il compte environ 9 millions d'habitants. Sa capitale est Tegucigalpa. C'est l'un des pays les plus pauvres du continent. 7 habitants sur 10 vivent en effet sous le seuil de pauvreté. Il a atteint 66% de la population en 2016, selon la Banque mondiale. Le Honduras est aussi parmi les pays les plus violents au monde, avec un des taux d'homicide par habitant les plus importants. Côté religion, selon le Pew Research Center, le Honduras compte 46% de catholiques, 42% de protestants, 10% sont sans affiliation religieuse et 2% d'autres religions. En 2017, José Orlando Fernandez a été réélu pour un second mandat dans un contexte d'accusation de fraude. Des manifestations ont été réprimées dans le sang, faisant une trentaine de victimes. La répression politique, la misère et la violence poussent des Honduriens à fuir le pays. Chaque jour, entre 300 et 350 personnes émigrent vers les États-Unis. Mais la route étant périlleuse, les migrants ont commencé à voyager en groupe depuis fin 2018. Les caravanes des migrants, ces groupes de plusieurs milliers de personnes qui se sont mis à marcher ensemble sur la route entre l'Amérique centrale et les États-Unis, ont ainsi mis la lumière sur une réalité qui existe en fait depuis des années dans l'indifférence. On va en parler avec notre invité Xavier Hay. Xavier, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de nous rejoindre. Alors, vous avez été volontaire pour la DCC, la Délégation catholique pour la coopération au Honduras, c'était de 2008 à 2010. Et votre mission sur place était de développer une entreprise de recyclage de bouteilles dans un bidonville. Vous nous en parlerez. Vous êtes parti avec votre femme qui travaillait, je crois, dans un établissement scolaire. Tout à fait. Depuis 2011, vous êtes président de Honduras Fraternité. Alors, c'est une association qui a été créée en 1982 en soutien au prêtre hondurien Francisco Torres pour le soutenir dans son action pastorale. Alors le but est de faciliter, d'accélérer le développement économique, social, culturel et religieux du Honduras. Vous nous parlerez un petit peu de son action et puis aussi vous allez nous partager aussi ce que vous avez vécu auprès des Honduriens que vous avez rencontrés. Et j'avais envie de vous demander une première question, comme ça peut-être pour fixer un peu quelque chose dans nos esprits, pour nos téléspectateurs, une première image qui vous reste de ce pays, ce serait quoi ? C'est le verre et l'espérance Et en préparant cette émission-là, il y a une chose qui reste, c'est cette foule qui assiste et qui monte vers l'église et vers la messe. Donc une grande vitalité. Voilà, une grande vitalité, une grande expression de foi, exactement. Alors même si le nombre de catholiques diminue au Honduras, comme dans pas mal de pays sur le continent latino-américain, donc il y a aussi les évangéliques qui montent en parallèle, on y reviendra. Je voudrais aussi évoquer avec vous quand même cette situation qui nous a tous un peu alertés ces derniers mois et ces images assez impressionnantes de ces foules marchant comme ça, calmement, remontant du Honduras vers les États-Unis, qui est la destination finale, ou qui s'arrête en chemin, mais en tout cas, c'était le but. Et ce mouvement-là, il est parti de mères de famille qui n'avaient pas de nouvelles d'enfants partis. Elles ont elles-mêmes créé ces premières caravanes. Aujourd'hui, il y a à peu près 300 personnes qui quittent le pays chaque jour. Est-ce que vous avez rencontré ces Honduriens qui voulaient partir, qui sont partis ?
En fait, oui, c'est pas un phénomène c'est pas un phénomène qui est récent. Quand nous étions comme volontaires, on a croisé effectivement des personnes qui prenaient leur famille, qui prenaient ou partaient seules, avec des personnes remontaient tout doucement avec le train, notamment à travers le Guatemala, le Mexique, pour atteindre les États-Unis. Ce sont des situations, en fait, en général, c'est des personnes qui ont qui soit ont peu de travail, soit se retrouvent confrontées à des difficultés de vie, et du coup, prennent tout et prennent toute leur vie et l'emmènent aux États-Unis. Avec les enfants. Avec soit des enfants, soit en général aussi beaucoup de personnes seules, c'est-à-dire laissant leur famille, et qui créent un sentiment, en fait, qui détruit un peu aussi cette famille, en fait. Le noyau familial. Le noyau familial, quand effectivement une mère de famille va monter aux États-Unis et va laisser sa famille, ses enfants à une grand-mère, à une tante, on est tout un noyau familial qui est complètement détruit. Et du coup, ça crée un déséquilibre et du coup une vraie difficulté pour ces enfants qui notamment vivent sans leur maman. Alors, malgré tout, c'est un phénomène important. Je crois qu'il y a 12% de Honduriens qui sont aux États-Unis, qui font vivre des familles. Ça représente une manne financière pour le pays. Je crois qu'il y a 4,5 milliards de dollars qui rentrent, qui sont injectés au Honduras chaque année venant de ces familles honduriennes. Donc, voilà, c'est aussi le dernier ressort. C'est aussi un avantage. Effectivement, c'est un moyen pour ces gens. Je me rappelle quand j'étais dans mon projet en tant que volontaire, on étudiait avec des femmes, en fait, comment est-ce qu'on faisait un budget. Et du coup, alors, il y a les ressources, les rentrées d'argent, donc j'ai mon petit salaire, tout ça. Et il y avait toujours, après, les remesses, ça, ce qu'on appelle, donc c'est tout ce qui vient, en fait, des États-Unis. Et là, c'est à peu près, elle comptait $150 qui arrivaient des familles. Donc, ça a un moyen aussi de compléter le budget et d'aller un peu plus loin sur le budget. De familles qui vivent là-dessus. On n'imagine pas aussi, et ça fait partie de la raison pour laquelle ces personnes se sont constituées en groupe, c'est pour fuir certains dangers en voyageant seul. On sait qu'il y a les passeurs, il y a des risques d'enlèvement, etc. C'est quoi les dangers ? Elles se confrontent à des dangers. C'est toute une épopée de repartir, de remonter. Oui, c'est vraiment une épopée. C'est que il y a effectivement ce qu'on appelle les passeurs, les coyotes. Il y a un train qui remonte, la difficulté d'être coincé au niveau des frontières, parce que les frontières sont fermées. Et puis après, c'est surtout l'incertitude d'arriver là-bas. Il y a beaucoup de gens, enfin moi j'ai croisé deux ou trois personnes qui se sont fait écraser, amputer par des trains parce qu'ils dormaient sur les voies de chemin de fer. C'est aussi... et puis plus que tout, c'est vraiment les gangs et cette espèce de pègre qui vit autour de ces migrants et qui profitent de leur situation de pauvreté pour pouvoir les exploiter, en fait. Oui, parce qu'il y a ce facteur-là aussi, effectivement, de grande insécurité, qui est une des raisons qui pousse au départ. Avec ces bandes de jeunes criminels, on les appelle les manas. Est-ce que c'est un phénomène qui est plus marqué dans ce pays-là qu'ailleurs ? Parce qu'on observe effectivement qu'il y a une violence particulière au Honduras. Oui, alors effectivement, la violence fait partie de la vie au quotidien. Les maras sont un phénomène de cette violence. Il se trouve que, confronté effectivement, quand régulièrement vous perdez un enfant, quand les journalistes sont tués, quand l'état de droit n'est pas respecté dans certaines parties de villes, effectivement, la violence est très compliquée, que ce soit pour les petits entrepreneurs parce qu'ils sont réinquiétés, que ce soit pour les familles qui ont peur de laisser leurs enfants sortir et rentrer à l'école, que ce soit des enlèvements aussi. Donc c'est assez courant, on les a croisés. Enfin, vous en avez fait l'expérience vous-même ? Ma femme a eu des élèves enlevés alors qu'elle était dans cette école catholique à Olanchito, au Honduras, et du coup, on a un élève enlevé, c'est-à-dire une demande de rançon. C'est un élève qu'on ne sait pas ce qu'il va faire, c'est 3 semaines, on ne sait pas ce qu'il va devenir, et une des vraies inquiétudes pour les familles. Donc cette violence-là, elle existe. C'est effectivement, on peut l'expliquer par effectivement le phénomène beaucoup d'armes à feu qui traînent dans le pays, c'est-à-dire que quand vous promenez dans la rue, vous voyez régulièrement des personnes avec un pistolet dans le dos. Enfin, quand vous rentrez dans la banque, vous êtes fouillé avec au détecteur à métal. Pour voir si vous n'avez pas un flingue sur vous. Donc voilà, c'est tout un contexte qui fait que la situation est vraiment compliquée. Et au-delà de ça, et du coup, donc la violence, oui. Et puis du coup, cette espèce de cercle un peu entre la violence,
la pauvreté, et puis les narcotrafiquants qui sont aussi très présents sur ce pays. Le Honduras est à la croisée des chemins entre la Colombie et les États-Unis, donc un pont, pays de passage pour les trafiquants. Et du coup, on avait régulièrement, nous, des petits avions qui atterrissaient, avec on voyait ça dans les journaux, qui s'écrasaient à côté de chez nous, avec des cargaisons de cocaïne, et puis on remontait après vers les États-Unis. Donc c'est quelque chose qu'on croise très régulièrement. Alors, il y a un des facteurs qui pousse les Honduriens à l'exode, c'est l'insécurité. On en parlait, qui gangrène le pays. Quelles sont les racines de cette insécurité? On va écouter le point de vue du père hondurien Javier Martinez, qui est curé de la paroisse du Christ ressuscité, située à Tegucigalpa. Charles-François Brejon l'a joint par téléphone. La génesis del problema no comienza con la política. O sea, él comienza con esa descomposición social. La pérdida de los valores, la falta de fomentar la unidad familiar. Cuando la familia comienza a perderse, comienzan lógicamente los jóvenes a unirse a asociaciones como lo son las pandillas, el crimen organizado, el narcotráfico. Luego se apoderan de la institucionalidad política, se apoderan de las institucionalidades civiles como la misma policía, y comienza pues a generarse lo que se llama la corrupción, que hoy viene en mayor grado, porque la corrupción está generalizada. Voilà, c'est la famille qui se désagrège, c'est ça qui est à l'origine au départ de l'insécurité. C'est comme ça que vous le voyez aussi, vous êtes d'accord avec ce point de vue? Complètement, enfin, parce que quand un père n'est pas présent parce qu'il est parti aux États-Unis, quand il a été tué ou il a été tué, quand une mère n'est pas là, la famille se désagrège, les enfants sont livrés à eux-mêmes, et du coup on se retrouve face à des situations où on est appelé plus à tomber dans la délinquance. Tout à fait. Alors, il y a aussi la situation politique qui est compliquée. Il évoque aussi, le père Martinez, la corruption. Donc, c'est un système finalement un peu qui s'alimente. Là, il n'y a pas de mesures fortes pour essayer de lutter contre cette insécurité. Les mesures fortes, en fait, soit elles viennent de la politique, soit elles viennent de la société civile. Et la politique est en train de régler une partie du problème. Je pense qu'il en a un peu, le père Javier en a un peu parlé. Ensuite, moi, ce que j'aime appeler aussi, c'est que c'est le pape, pendant les JMJ, au Panama, qui a appelé toute cette jeunesse, notamment tous les Honduriens qui étaient, j'avais beaucoup d'amis qui étaient, et qui a appelé à ce que ces jeunes soient le facteur de transformation de la société. Et je pense qu'effectivement, le changement viendra. Et l'espérance vient de ces jeunes qui croient, ces jeunes qui veulent une société meilleure, qui veulent une société sans violence. Et du coup, je pense que vraiment, l'espérance vient de cette jeunesse. Il y a une jeunesse engagée aujourd'hui. Il y a une jeunesse engagée, il y a une jeunesse qui veut que les choses changent, il y a une jeunesse qui est de plus en plus formée, donc qui est aussi une classe moyenne qui est en train de se développer et en train de monter en puissance. Voilà, après, ce sont des périodes, ce sont des cycles longs. Cette transformation, ce sont vraiment des cycles longs. Mais on espère vraiment, oui, que l'espérance est là. Je pense qu'il faut... Quand on dépeint ce pays, effectivement, on a l'impression que c'est très compliqué, c'est un peu le Far West. Mais à la fois, il y a aussi des très, très belles choses. Il y a beaucoup de joie. Il y a des choses qui sont... des gens qui croient en leurs petites entreprises, qui croient aussi à un monde meilleur, qui font des études pour aller plus loin, qui font... Tout ce clergé qui est engagé aussi pour se mettre au service. Une église engagée. Il y a une église engagée, oui. Une église, quand l'église va se positionner fortement sur tous les problèmes sociétaux, donc que ce soit contre la pauvreté, mais aussi tous les problèmes moraux. C'est quand l'église positionne sur les frontons des églises, tu ne tueras pas. C'est vraiment un acte fort. Et du coup, l'église, oui, est aussi un vecteur de changement, et on peut l'espérer. Elle est entendue, elle est écoutée, cette voix de l'Église. Est-ce qu'elle a du poids? L'Église a beaucoup de poids. L'Église fait partie des références, en fait, la personne avec qui on travaillait, le Padre Hugo, qui était à Honduras, était toujours présent dans toutes les grandes institutions auprès du maire. Enfin, il y a un mélange
qu'on ne connaît pas du tout ici en France. Il y a un mélange entre la foi et la société civile. Et du coup, tout ça est mélangé. C'est-à-dire que quand on commence une réunion à la mairie, on commence toujours par une prière, animée par le père catholique. Donc tout ça c'est un mélange. Du coup, oui, l'Église est vecteur de changement. Alors racontez-nous un peu, voilà, vous, votre expérience. Je le disais, vous avez travaillé, développé une entreprise de recyclage de bouteilles dans un bidonville. Voilà, comment se sont passés ces mois, ces quelques années sur place et le contact aussi avec les Honduriens? Donc oui, dans un quartier difficile. Ouais, dans un quartier, dans un bidonville, et ça c'était donc c'était une mission de la pastorale, une pastorale sociale. Donc c'était Caritas, et en disant bah voilà, il y a un quartier dans lequel on a un groupe de femmes et une population, une communauté qui a besoin d'un coup de main, notamment pour apprendre à subvenir de leurs propres besoins. Une des choses que j'avais vues, j'ai passé vraiment beaucoup de temps, j'ai mis 6 mois à m'intégrer dans le quartier pour bien comprendre tous les enjeux, pour bien connaître toutes les familles, en jouant au foot aux enfants, en donnant des cours, en construisant, en donnant des cours de maths aux femmes, etc. Il fallait gagner la confiance, c'est ça, exactement. Ouais. Et au bout d'un moment, j'ai vu effectivement toutes ces personnes qui, ils étaient près, on était près de la décharge, et c'est comment est-ce qu'on arrive à créer de la richesse à partir de ces décharges. Du coup, j'ai créé une société d'achat, et l'idée c'était d'acheter le plus haut prix possible en fait cette matière pour pouvoir la revendre directement en coupant après tous les intermédiaires. Et du coup, j'ai commencé à 6 mois après être rentré dans le quartier, petit à petit ça s'est développé et ça a créé 2 emplois. Puis après j'avais besoin aussi de ressources régulières pour charger des camions, pour aller transporter la marchandise, enfin donc voilà, en donnant le maximum de salaire à tous ces gens qui allaient chercher les bouteilles dans la décharge. C'était des gens qui finalement s'accommodaient de leur vie. Comment vous les avez perçus en fait, ces gens-là? Oui, il y a une espèce de forme de résignation, il s'accommodait, avec toujours la volonté de se dire oui, par contre il y a quelque chose qui est très important, ce sont mes enfants. C'est-à-dire que mes enfants, je tiens à ce qu'ils aillent à l'école. Je veux que, si j'ai quelques sous, je vais leur donner de quoi s'acheter leur cahier, leur uniforme, pour les envoyer. C'est un enjeu essentiel pour eux. Même si moi je suis dans une condition très pauvre, même si ma maison est en carton, je veux que mes enfants aillent étudier. Et du coup, ça, je trouve que c'est un vrai message de changement. On l'évoquait, et je pense qu'effectivement, la société va changer avec l'éducation. Alors, votre femme qui a travaillé justement dans un milieu scolaire, voilà, c'est aussi l'Église qui est engagée au service de l'éducation. Donc là, il y a des vraies évolutions, il y a une progression pour la jeunesse hondurienne en termes de scolarisation aujourd'hui. Est-ce qu'il y a plus d'enfants qui vont à l'école? Ça reste quand même un pays où il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas scolarisés. Je crois 1 million d'enfants. Du coup, oui. Alors, c'est un vrai enjeu. Après, les évolutions, elles sont dans la manière dont on va enseigner, en fait. Il y a tout le sujet et la vraie pédagogie, en fait, ma femme a beaucoup travaillé sur ça, c'est comment est-ce qu'on arrive à une pédagogie où j'apprends tout par cœur et les choses ne sont pas vraiment sues, en fait. Je développe une manière de penser, une réflexion, et de me positionner après, du coup, c'est comment est-ce que j'arrive à éveiller des consciences, et du coup, comment est-ce qu'après, j'arrive à trouver des choses à me positionner comme citoyen aussi après. Donc ça, c'est une évolution en cours. C'est une évolution en cours. En tout cas, elle était dans une école catholique, et cette école catholique faisait très très attention à cette volonté de se dire oui, je forme pas uniquement sur des choses, des savoirs basiques, mais je vais aussi beaucoup plus loin et j'essaie d'éveiller les consciences. Que ce soit aussi des consciences citoyennes, religieuses, etc. Et justement, on va écouter le Père Martinez nous parler de cette action de l'Église, notamment au service de l'éducation. Primero, la Iglesia siempre ha trabajado en la educación juvenil. Es importante saber que la Iglesia, su papel está en ser, como lo ha sido siempre, madre, pero también maestra. Y la Iglesia ha trabajado en la educación, promueve la educación a través de diferentes campos. La Iglesia se ha visto incluso en la necesidad de ella crear esos espacios a través de talleres, a través de encuentros o equipos de fútbol, del teatro, de la música. Es el papel que la Iglesia ha querido colaborar, pero también un papel fuerte denunciando las injusticias, la corrupción, trabajando para que
la justicia social vuelva a reinar en el país. Voilà, l'Église au service de la justice sociale, une Église très engagée auprès des jeunes, on l'entend. Hein. Voilà. Ah ouais. C'est quelque chose qu'il faut savoir. C'est vrai que les jeunes sont... moi, c'est ce qui m'a marqué, l'Église facteur d'intégration. C'est-à-dire que les jeunes sont pris, vont à la messe à 8h du matin, le dimanche matin, et après sont pris en charge par l'Église pour après le cours de la catéchèse, dans l'emploi paroissial, etc. etc. Et toute la journée, les jeunes sont accompagnés par l'Église le dimanche. Et du coup, c'est un moyen aussi de... Ça. Avec les familles aussi. Avec les familles, exactement. Et du coup, on joue au foot, on est à la catéchèse, et c'est un lien ça me permet de créer du lien social. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, en découvrant les Honduriens et puis leur manière aussi de vivre la foi, peut-être? C'est une foi qui est... c'est une foi qui est... C'est une question compliquée, se positionner par rapport à la foi. Plus largement, j'allais dire, qu'est-ce qui vous a marqué chez les Honduriens et voilà, qu'est-ce qui vous reste? Non, mais qu'est-ce qui me reste? Pour moi, non, mais pour moi, c'est un lien avec. Alors, c'est un lien assez. C'est peut-être un petit lien, mais c'est un lien par rapport à cette Vierge, la Vierge de Suyapa, qui est la sainte patronne du Honduras. C'est une petite Vierge qui fait 6 cm. Et du coup, les Honduriens lui vouent une dévotion assez incroyable. C'est-à-dire que le 3 février, toutes les églises sont remplies pour célébrer la Suyapa, la virène de Suyapa. Et du coup, pour moi, c'est un peu ça, c'est cette dévotion, ce peuple qui croit et qui avance. Après, sur la foi, c'est l'Église universelle. Et du coup, c'est ça aussi qui est chouette, c'est que qu'on soit dans une église à Olanchito, au Honduras, ou à Paris, dans ma paroisse, c'est le même rite, en fait. Et c'est ça qui est chouette. Dernière question, c'est quoi pour vous le défi pour l'avenir de ce pays? Est-ce que c'est l'éducation? Alors, moi, je crois beaucoup à l'éducation. Ouais. Je pense que l'éducation des enfants, l'éducation des jeunes, l'éveil des consciences, on en a parlé, c'est essentiel. Et après, je crois aussi beaucoup au développement économique. C'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à construire un développement économique qui soit sain, rentable, et où chacun puisse s'y retrouver. Donc, c'est qu'on puisse préserver l'environnement, c'est un développement économique, qu'on puisse préserver l'environnement, où on puisse aussi donner des salaires qui tiennent la route et qui permettent aux gens de vivre, et du coup, ainsi de développer ça. Et du coup, éducation, développement économique et démocratie. Merci beaucoup Xavier. Et je dis à nos téléspectateurs qui souhaiteraient soutenir l'action de Honduras Fraternité, je vous renvoie à son site internet qui s'affiche sur vos écrans, honduras-fraternité.fr. Trois actualités ont retenu notre attention cette semaine. Tout d'abord, le report des élections présidentielles et législatives au Nigeria. L'annonce a été faite à quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote par la Commission électorale indépendante nigériane. Le scrutin est reporté au 23 février, un report qui interroge les Nigérians. Des tensions se sont manifestées depuis plusieurs semaines à l'approche des élections et les évêques du Nigeria avaient appelé à un scrutin libre. Ce pays le plus peuplé d'Afrique fait face à un défi sécuritaire majeur avec les violences menées par le groupe terroriste Boko Haram depuis 2009. Et puis 2015, une autre forme de violence s'est développée, celle des conflits agraires entre les agriculteurs sédentaires et chrétiens et les éleveurs, en majorité nomades et musulmans. Lors des élections de 2015, le président Buhari avait bâti sa campagne autour de la lutte contre le terrorisme, mais 4 ans plus tard, la situation ne s'est pas améliorée. Il est à nouveau candidat. On écoute le père Walter Iyerika, professeur de communication et d'études des médias à l'université de Port Harcourt au Nigeria. When this current president came in, he came in with a lot of goodwill. People had expected him to really take over and be able to wipe out the insurgency, the Boko Haram and all that, given his history as a military person. But unfortunately, that expectation has not really been achieved. And apart from Boko Haram, we have experienced also the headsmen, the armed headsmen, that had really worked against farmers and been they've killed a lot of people, So the issue of security is a major concern also in the country. Even now we are hearing that ISIS
has now penetrated and has joined forces with Boko Haram. En Éthiopie, le cardinal Sourafiel, acteur clé pour la paix et la réconciliation, l'archevêque d'Addis Abeba, a été nommé président de la Commission nationale pour la réconciliation et la paix par le Premier ministre du pays, Abiy Ahmed. Une nouvelle bien accueillie par les responsables politiques et religieux éthiopiens et qui représente un signe d'espoir pour la pacification de la nation. La vice-présidente de cette commission est une avocate et activiste des droits de l'homme qui est non-voyante. L'unité nationale et la réconciliation sont les deux piliers sur lesquels la commission devra travailler à la suite de la signature en 2018 d'un accord de paix avec l'Érythrée après 20 ans de guerre et des milliers de victimes. Cette commission s'inscrira dans la continuité des expériences vécues en Afrique du Sud et au Rwanda. Et puis le 14 février, le pape François rencontrait des représentants de 31 peuples indigènes venus d'Amérique, d'Afrique, d'Asie et du Pacifique. Il participait au Forum international des peuples indigènes. Le père Antoine est là, en mission auprès des Pygmées sur le continent africain. Était de passage en France il y a quelques jours. Il nous a parlé de leur situation critique. On écoute ses propos recueillis par Antoine Coty. Ces peuples-là ne sont pas pris en compte dans l'évolution de la mondialisation et de la globalisation. Aujourd'hui, on est plus enclin à dépenser des énormes sommes pour un ours qui est en train de disparaître, et pourtant il y a une espèce humaine qu'on appelle les pygmées qui est en train de disparaître parce qu'il n'y a plus de biotope, parce que la forêt en Afrique centrale est dévastée de façon anarchique. Et puis les eaux qui sont polluées, et donc ils sont en train de perdre leur milieu naturel de vie. Et le capitalisme, qui ne tient compte que de ceux qui produisent, ne trouve aucun intérêt à pouvoir défendre ces peuples-là. Il n'y a pas une politique globale de protection de ces peuples-là, il n'y a pas de politique de prévention, il n'y a pas d'espace réservé à leur survie. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Très belle semaine à tous. Au revoir.